C'est l'islam au présent sur Beurre FM jusqu'à 13h. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonjour Imam Abdelali. Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi bien sûr en premier, puis à tous nos invités, puis toutes nos auditrices, auditeurs fidèles tous les jours à notre émission sur Beurre FM. Ça fait du monde, hein. Tout le monde n'a pas eu le plaisir de voir la vidéo que vous m'avez envoyée. Ouais, c'est vrai que c'était impressionnant. Miss Monde musulmane en Indonésie. Ouais. J'étais surpris de voir ça. Pourquoi ? Tunisienne, hein ? Tunisienne. C'est une Tunisienne qui a gagné. Tunisienne. Ah, il est là, Wissem, le Tunisien, il est là, fier. Et elle a gagné une montre en or et un voyage à la Mecque. Et un pèlerinage, elle a gagné. Ah, machallah. Ouais, voilà ce qu'elle a gagné. Elle a intérêt de mettre le niqab là-bas. Bon, en tout cas, elle était Miss Monde Islamique. Elle est voilée, Imam Abdelali. Oui, elle est voilée, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est bien d'exhiber comme ça nos sœurs et de faire de l'imitation aux méthodes occidentales. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment, nous, nos propres traditions, nos propres coutumes pour qu'on a imité comme ça les autres? Voilà, je trouve ça malsain. Mais il y avait des épreuves particulières, en fait, pour chaque Miss. C'était pas une Miss. C'était pas que le physique. Mais non, ouais. vous n'avez pas regardé. Non, en fait, il fallait pas du tout défiler. Il y avait des récitations du Coran, une épreuve de hadith, éducation des enfants. Voilà, oui. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était pas une Miss Monde musulmane physique seulement. Voilà. C'était pas que sur la beauté. C'était sur un ensemble de critères qui faisaient que c'était la femme idéale. D'accord. Donc, après, le truc, c'est pas la première, c'est pas le premier concours qui existe dans le monde musulman ou non, et au-delà de ça, c'est peut-être la 3e édition là-dessus, mais il y a souvent des espèces de concours qui sont organisés annuellement dans plusieurs pays musulmans, que ce soit en Égypte, en Arabie Saoudite. Le concours de l'équivalent de Star Academy, mais au lieu que ça soit le meilleur chanteur, non, même pas en imam, c'est-à-dire c'est Imam Mouda. Voilà. Pour celui qui revient de meilleur Malaisie. imam. Non, c'est le jeune. Mouda, c'est jeune. Voilà, mais bon, l'objectif c'est les meilleurs récitateurs aussi, machin. Non, pas seulement en récitation, il fallait qu'il assure au niveau de la fatwa, au niveau de l'encadrement des fidèles, comment il gérait psychologiquement ses ouailles dans la mosquée, etc. Donc il y avait un ensemble d'examens et voilà. Et moi ce qui me dérange, en fait, moi je trouve ça bien ça. Comment ça se fait qu'Abdelali Mamoun il n'ait pas participé? Parce qu'il est plus Mouda. Plus Mouda, voilà. Moi je suis un peu Mouda. Il est mou, par mais contre, pas d'âme. je m'étonne pourquoi Wissam il n'a pas participé. Ah si, il est là, imam. Ah d'accord. Il fallait que je te donne mon imama ou que tu me donnes ta jeunesse pour qu'on puisse y aller à deux. Moi je serais peut-être venu avec vous pour le coup. En Malaisie. Je vous aurais accompagné, j'aurais porté les bagages. Je sais que tu adores l'Asie du Sud-Est. Merci pour la vidéo, Imam Abdelali. C'était un plaisir. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Le mercredi, on parle des jeunes dans cette émission Génération Musulmane avec Wissem Satouri, donc qui nous sert de guide. Ça va bien, Wissem? Très bien. Bon. Je suis chaud, j'ai mes copains avec moi là. Vous êtes? On est présent. Chaud. Ah, vous êtes chaud. Ah, dis donc. Alors, quand vous dites, on s'est posé une question avec l'imam Abdelali Mamoun et vous-même, savoir s'il existait une littérature à l'heure actuelle qui émergeait, une littérature de la jeunesse, une vraie jeunesse musulmane qui écrirait aujourd'hui de la littérature. Alors, c'est en train d'apparaître, figurez-vous, puisque depuis à peu près une dizaine d'années, on a quelques auteurs qui émergent du fond de tout ce monde de la littérature qui est un monde hyper saturé, puisqu'aujourd'hui on sait que ne sont publiés que 2% des manuscrits qui sont envoyés aux maisons d'édition, ce qui relève pratiquement du rien du tout. Mais on a quand même quelques têtes musulmanes qui essayent d'apparaître et qui émergent, et des musulmans qui sont souvent pratiquants, qui essayent de mettre en mots leur vie, leur vécu. C'est le cas notamment de Narges Bibimoun, qui a cartonné là avec son roman Thug dans la peau d'un thug et qui a cartonné, qui est vendu à la Fnac, etc., qui a un peu fait le buzz. Maintenant, oui, elle a fait le buzz, mais pour se faire éditer, elle a été éditée parce que d'abord elle a eu un succès sur Internet. Sur Internet, donc c'est vrai que c'est un succès qui a été récupéré. Exactement. Ouais. Alors la question aujourd'hui, c'est comment faire émerger des auteurs musulmans qui écrivent déjà, qui aiment écrire, et qui pourraient être les porteurs de cette littérature que moi j'appelle d'inspiration musulmane. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, avec l'association étudiants musulmans de France, on a essayé d'initier des recueils de nouvelles littéraires dont l'objectif était finalement de donner à des personnes qui avaient déjà l'habitude d'écrire la possibilité de se faire publier. La possibilité de se confronter au public une première fois et de voir ce que ça donne et de voir si il pourrait se lancer dans une carrière. Et en 3 ans, on a réussi à mettre en avant 12 auteurs
et à sortir 3 livres, dont le 3e est en édition. Wissam, est-ce que tu n'as pas l'impression que les maisons d'édition aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est pas forcément le talent littéraire, c'est plutôt la star, celle qui est qui a le vent en poupe dans la société, qui passe dans les médias, c'est sûr d'un point de vue commercial, je veux dire, si Tariq Ramadan sort un livre, il sera publié plus que si c'était quelqu'un qui n'était pas connu. La notoriété pour un éditeur, c'est 50% de son choix quand il va éditer. Parce que la clientèle est déjà là, parce qu'on sait qu'on va parler de lui, qu'on sait que... Qui sera invité. Moi, je crois même que c'est plus que 50%. Il va être médiatisé. Il y a des gens, on arrive aujourd'hui à éditer des poupes, de la poubelle. On peut le dire, de la poubelle. Il y a des gens qui ne savent pas écrire. Parce que c'est la photo du gars qui est qui est présente, qui est aujourd'hui dans les médias, on le montre partout. Ça a été un serial killer, ça a été je sais pas quoi. Non, mais demain, Nabila sort un livre qui raconte sa vie. Voilà, qu'elle sorte de prison. Très bon exemple. Mais je te jure, si elle l'écrit en prison, mais il a raison, Wissam, c'est un superbe exemple, Nabila. Nabila demain sort un livre, il fait le best-seller. On n'a même pas besoin de faire dans la supposition. Regardez Valérie Trierweiler aussi. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre que je sache, parce que c'est même pas une œuvre littéraire. C'est clairement. Je suis pas d'accord avec vous. C'est quelques couloirs. Ça se lit. C'est des bruits de couloirs. Non, ça se lit. C'est pas ce que je veux dire. Ça se lit pas mal. C'est bien écrit, franchement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens moins connus que elle? Ça se lit pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça s'est vendu automatiquement parce que c'est Valérie Trierweiler qui l'a publié, parce qu'il y a en plus les circonstances politiques dans lesquelles on vit en ce moment, qui font que donc automatiquement il y a une médiatisation d'abord de l'affaire Trierweiler avec Monsieur Hollande, puis du livre. Tout ça a été un enchaînement qui a fait que le livre s'est bien vendu. Tout simplement. Le sujet, c'est pas ça, parce que finalement, effectivement, on sait que les maisons d'édition montent ce qu'on appelle des coûts d'édition avec des gens qui sont connus. Maintenant, le sujet, c'est de savoir, est-ce qu'il existe une génération d'auteurs qui n'est pas publiée parce que finalement ils sont musulmans? Est-ce que ça serait un frein à leur publication? Et est-ce qu'aujourd'hui on peut se revendiquer comme un auteur musulman et être publié sans problème? Alors, ça dépend de je pense que les maisons d'édition font pas vraiment la différence entre l'auteur musulman et l'auteur d'origine arabe. Le truc, c'est que là, par exemple, Kamel Daoud, qui est un très bon écrivain, qui est un des best-sellers de la rentrée. Exactement. Pour justement, il était finaliste du prix Goncourt. Voilà. Ça lui a échappé. Mais il est journaliste. C'est un journaliste en Algérie. Enfin, il est connu. Voilà, non, il a une certaine notoriété, certes. Sauf que Kamel Daoud, il se revendique pas musulman, mais il est d'origine arabe, donc c'est le nom qui va, si vous voulez. Kamel Daoud, on va pas faire la différence entre Kamel Daoud et Mohamed Abdallah. C'est pas. D'accord. Mais sur le contenu, il est publié chez Gallimard, qui est la maison d'édition de Boualem Sansal. Il se revendique, enfin en tout cas quand vous les lisez, il y a une proximité d'écriture, c'est une très belle langue française. C'est d'abord quelqu'un qui écrit très bien, Kamel Daoud. Bien sûr. Mais justement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus je pense pas que les maisons d'édition prennent en compte le caractère étranger, si vous voulez, d'une certaine manière, de ces auteurs. Non. Par contre, ils prennent en compte, mais voilà, le message. Voilà. Quel message est-ce qu'ils transmettent? Exactement. Il y a le contenu du livre, effectivement. Le contenu passe sur la forme en tant qu'œuvre littéraire, mais aussi l'information, le message qui est communiqué dans le livre. Effectivement, et là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que ceux qui vont plutôt dans le côté romanesque et un petit peu imaginaire du contenu réussissent mieux à être publiés, ou celui qui va être plutôt dans la réalité historique, biographique, etc. On peut mélanger les deux. Ouvrages. On peut mélanger les deux. Non, mais quel est celui qui réussit Moi, mieux? je pense que c'est surtout celui qui surfe sur l'actualité. Je veux dire, si demain, moi, je sors un livre sur le terrorisme et l'islamisme, je serai publié, je serai invité pour dénoncer ça, pour dire voilà le vrai visage de voilà, pour le dénoncer. Si je fais un roman où je montre que voilà les terroristes sont des salauds, etc., et que il faut se liguer contre l'islamisme et que ça pue dans les mosquées en France, là, je serai publié, c'est sûr. Par contre, si je fais un livre où je vais dire... là, tu vas avoir des plaintes qui vont tomber contre toi. Oh, ouais, mais bon, mon compte sera déjà bien rempli. Là, c'est du racisme. Alors, Wissem, j'aimerais qu'on parle de cette initiative que vous avez instigée, qui s'appelle Plume d'étudiant. Donc, voilà. Plume d'étudiant, ça s'adressait à qui? Alors, moi, ça m'est venu en tête un jour, comme ça, je marchais, et je me suis dit, j'étais dans une librairie, je cherchais un roman qui me parlait, et j'en trouvais pas. Je lisais, je feuilletais, oui, c'est intéressant. C'est pas ce que je cherche. Je cherche un truc qui parle des musulmans, où je pourrais m'identifier complètement à l'auteur, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il est temps de lancer ça nous-mêmes.
C'est-à-dire de dire, voilà, nous, en tant que communauté, on peut raconter notre vécu, notre monde. Le penser, c'est le rôle des artistes, de témoigner pour une communauté. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, il faut lancer cette activité. Et on s'est dit, bon, on va faire ça à l'échelle de toute la France, recruter des jeunes de toute la France, sur tout le réseau de EMF, puisqu'il y a 18 sections. Et voilà. Et les gens ont répondu. Des personnes qui avaient l'habitude d'écrire, qui aimaient écrire. Voilà. Et donc, on en a deux qui sont là ce matin. Alors, Mohamed, on vous a déjà entendu, mais on vous a pas encore présenté. Mohamed Tarwat Abdelhamid, vous avez 22 ans, étudiant en sciences politiques, juriste. Hein. Aussi. Voilà, aussi. vous avez participé, vous, à la première édition. À la deuxième, puis à la troisième qui est en cours d'édition. D'accord. Et votre nouvelle s'appelait Le rêve de Gaber. Le voyage de Gaber pour le premier. Et là, en ce moment, je garde ça secret pour le moment. C'est un roman ? C'est une nouvelle plutôt, faite sous forme romanesque. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu faire, parce que j'ai écrit depuis très longtemps, et je publie sur Facebook. Voilà. Enfin, je m'intéressais pas forcément à publier un truc. Vous, l'important, c'est d'écrire, finalement. Voilà, l'important, c'est d'écrire et de communiquer un truc, finalement. Et quand on m'a fait la proposition, j'ai accepté automatiquement parce que je trouvais ça sympathique de pouvoir communiquer et sur l'identité d'un musulman d'une certaine manière, mais en plus d'un musulman en France. C'était voilà, parce qu'on sait qu'il y a énormément de conflits sociaux et énormément de débats internes dans le cerveau de plusieurs musulmans ici en France. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire qu'une nouvelle. Alors une nouvelle, justement, ça raconte en très peu de pages, si vous voulez, parce qu'on avait environ 10 pages chacun. Parce que le but, c'était de faire un recueil de nouvelles. Exactement. Et dans ce recueil, on racontait chacun la vie d'un jeune et de sa façon de vivre la société. Après, ça dépend, hein, parce que on donnait un thème, si vous voulez. On nous a donné un thème, parce que j'étais seulement auteur à la deuxième édition. On nous a donné un thème, et on nous a dit, allez-y, lancez-vous. Et nous, le thème de la deuxième édition, c'était un futur au présent. Donc, un futur au présent, moi, j'ai commencé à imaginer cette génération qui, dans 50 ans, parce que oui, on nous a aussi donné quelques directives, donc dans 50 ans, imaginer la société française et musulmane, etc. Et donc, moi, j'ai raconté la petite vie d'un jeune musulman qui grandit et qui, au fil des années, voit l'évolution de la société, l'évolution du monde, de l'actualité, mais etc. ça, vous l'imaginez, c'est-à-dire c'est un petit peu basé. Une nouvelle, c'est une histoire fictive avec un message, une idée forte qu'on veut transmettre en une histoire. Qui est, elle, réelle. Littéraire. Mais le message est réel. Oui, qui est réel. Qui est réel. Comme dans tout roman, il y a un message qui est réel. Alors, on va présenter notre deuxième invité, c'est Brahim Bouamama. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes diplômé en actuariat. Il a fallu que j'aille chercher ce que c'était que l'actuariat. Donc, vous avez trouvé quelque chose ? Ouais, vous êtes un matheux, en gros. C'est ça. Alors, vous êtes un prévisionniste ? En quelque sorte, ouais, l'ingénieur du risque. Voilà, c'est ça. C'est vous calculez le risque, mais financier. Financier, pas seulement. Ça peut être aussi les catastrophes naturelles, les attentats, les ouragans, les inondations, le risque technologique, le risque de fraude. Alors, en général, et vous utilisez quels moyens pour... Alors, on utilise des modèles mathématiques, la théorie des probabilités, l'informatique. Des stats. Des stats, voilà, exactement. Mais vous avez des agences comme la COFAS, tout ça, qui Pardon, il y a des agences qui assurent les gens contre le risque, c'est ça ? Oui, les assurances, les compagnies d'assurance, les mutuelles. On peut travailler aussi avec l'INSEE, avec Météo France. Donc les sondages. Donc aussi. Les sondages aussi. Essayer avec... on a vu ce qui s'est passé dans le passé. On a une tendance dans le présent. Qu'est-ce qui peut arriver dans le futur ? Et ça, il y a des entreprises maintenant nouvelles qui travaillent dans ce domaine-là. Oui, il y a des entreprises privées. Ouais, il y a des cabinets en actuariat qui qui sont les principaux clients de... Les compagnies d'assurance, l'État, l'État français. Ouais. Ah oui, quand même. Okay, donc vous avez 24 ans. C'est du sérieux, quoi. Ah ouais. C'est ça, je viens juste de terminer mes études. Ouais. Demain, j'ai ma remise de diplôme normalement. Ah oui, machallah, mabrouk alek. C'est l'équivalent d'un bac plus bac plus 5, ouais. Un master. Voilà, c'est ça. Ouais. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez la tête dans les chiffres, mais vous avez aussi la tête dans la littérature. Alors justement, c'est pas du tout incompatible. Alors justement, je voulais couper Wissam tout à l'heure quand il disait que il avait recherché des personnes qui avaient l'habitude d'écrire. Moi, je n'avais absolument pas l'habitude d'écrire. Mais lorsqu'il m'a proposé cette expérience, j'ai vu ça comme un challenge. Pourquoi ne pas essayer ? Et puis finalement,
j'ai réussi à écrire quelque chose. Ça n'a pas été facile, mais on va en discuter sûrement après. Voilà, puisque vous nous lirez tout à l'heure des passages de ce que vous avez écrit. On parle de cette nouvelle génération d'écrivains. On vous la présente ce matin. Si vous avez des questions à leur poser, ou si vous voulez intervenir et rejoindre cette conversation, 01 53 48 3000. Parlons aujourd'hui de cette nouvelle génération d'écrivains musulmans à travers cette initiative qui s'appelle Plume d'étudiants Wissem. D'ailleurs, la 3e édition est en ce moment en train de battre son plein. Donc, exactement. Est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent rejoindre l'initiative s'ils ont écrit? Là, c'est un peu trop tard. Mais pour l'année prochaine, ils peuvent s'inscrire. N'est-ce pas, Mohamed ? Tout à fait, oui, parce que là, on est déjà en cours d'édition, si vous voulez, parce que les publications ou les écrits ont déjà commencé depuis un petit moment. Et on est en phase finale. Mais les sessions, c'est quelle date à quelle date ? C'est de juin. L'inscription est en juin, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette expérience, il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas livré à soi-même pour écrire, on est suivi par des tuteurs, on est remis en cause, on est relu, etc. Et c'est pour ça que moi j'invite vraiment, si des gens aiment l'écriture et qui ont besoin d'être accompagnés, de rejoindre l'année prochaine, qui doivent être étudiants surtout. C'est en français, bien sûr. Hein. En français, ouais. Bien. Vous, Mohamed, vous aviez l'habitude d'écrire, c'est ce que vous nous avez dit, mais vous, Brahim, qui n'aviez pas l'habitude d'écrire, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on démarre comme ça une nouvelle ? L'inspiration. L'inspiration, déjà, Alors moi, donc ma nouvelle se situe en Malaisie. J'ai été en Malaisie lors d'un échange avec mon école, donc j'ai profité un peu de mon immersion à l'université là-bas pour écrire une nouvelle. Mais j'ai bien attendu 2 mois avant d'écrire le premier chapitre. J'essayais, je m'installais à un café, ça venait pas. J'installais tout en haut d'une colline tout seul, ça venait pas. Et puis bon, j'ai envoyé un petit message à Wissem et Kauthar et Leïla, qui sont les 2 autres. C'est vos coachs ? Voilà. Non, en fait, elles ont participé à l'écriture aussi. Sur le premier recueil, on était 4 à écrire. S'auto-coacher. Donc t'as eu la chouma de dire elles écrivent et moi j'écris pas. Alors, ça t'a motivé. Donc j'ai dit écoutez, j'ai besoin d'inspiration, donc aidez-moi. Donc on m'a dit mais Brahim, pourquoi tu veux te faire une histoire totalement fictive alors que t'es en Malaisie, parle de ton histoire là-bas, Après je dis bah ouais, donc j'ai mélangé un peu la fiction mélangée avec la réalité. Les personnages, la plupart des prénoms des personnages sont des personnages réels, des amis que j'ai côtoyés là-bas, que j'ai rencontrés. Avec qui je m'entendais très bien. Et puis bon, après l'intrigue de l'histoire, là oui, on est parti sur de la fiction. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme obstacles, les difficultés, tout ce qui est les règles de temps, les concordances des temps, tout ça. Ça, je les connaissais absolument pas, je les connais toujours pas aujourd'hui. Mais grâce à, je pense que c'est surtout Leïla qui m'a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé là-dedans. Je pense que c'est vraiment aussi un miracle à souligner, c'est qu'il faut pas être fort en grammaire pour écrire. C'est ça, ouais. Il faut. On peut se faire relire, céder et tout, mais c'est surtout l'idée qui compte. Et je le dis pour moi. Je voulais dire, oui, ça te confirme. C'est sûr que c'est écrit avec des fautes d'orthographe 15 par ligne. C'est compliqué. C'est compliqué là. Plus que ça. De toute façon, il y a la correction derrière des autres membres. On a pris aussi un correcteur professionnel pour être sûr de louper aucune faute. Et qui regardait aussi la concordance des temps, la conjugaison, tout ça, la syntaxe. Et donc voilà, moi qui ai un esprit très organisé et carré, cartésien. Donc, voilà, j'ai essayé en gros, vu que j'avais pas une histoire de A à Z, en gros j'ai écrit d'abord toutes les lettres, si vous voulez, intermédiaires, A, B, C, des sortes de checkpoints qui me permettent, au lieu d'écrire une histoire d'un trait, d'écrire l'histoire de A à B. Voilà, on a fait l'introduction de B à C. Là. Donc voilà, j'avais. Vous aviez juste pas le début et pas la fin. J'avais pas le début, pas la fin. J'écrivais seulement. Bon là, on va partir dans. Là, il me faut l'élément perturbateur, donc un chapitre qui va perturber. Donc voilà, je me suis donné en gros une liste une quinzaine de titres de chapitres, et chaque jour j'essayais de me pencher. Donc il y a des fois j'écrivais 4 pages dans la journée. Bon, là j'étais content, j'ai dit c'est bon, je vais rendre à l'heure et tout. Moi j'aimerais bien connaître justement la méthodologie que les écrivains ils adoptent. Est-ce qu'ils adoptent tous la même méthode en disant par exemple je commence par l'introduction puis premier chapitre 2 etc. Ou est-ce qu'ils ramènent un peu de tout dès que ça leur vient une idée, ils prennent note puis ils l'écrivent et puis ils le mettent le chapitre 12 avant même d'avoir commencé le 3 ou le 4. Ou est-ce que vraiment ils sont ordonnés de manière chronologique? Alors pour ma part, je me suis permis une certaine flexibilité dans le titre des chapitres que je m'étais donné dès le départ. La fin que j'avais proposée lorsque je l'ai soumise aux autres auteurs, ils m'ont dit bon, elle est un peu neuneu, donc tu m'as changé ça.
Donc j'ai amélioré un petit peu, j'ai essayé de que ça soit au maximum réaliste et un petit peu des petites touches d'humour, des petites touches d'amour, des petites touches d'action et de l'humour et de l'amour. De l'humour, de l'amour. C'est mignon ça. À la fin, on essayait de faire quelque chose d'un peu. Je suis un sentimental en fait. C'est ça. Je vois ça. toujours célibataire en plus. Ça y est, t'es casé. C'est fini. C'est la spécialité. C'est mort. C'est la spécialité de l'imam. Il marie tout le monde. On a fait un carton dimanche dernier à la Moukabala. Il marie tout le monde. Tu arrives dans le studio, tu es marié. Tu es pas marié, viens. Il y en a une autre le 8 février. Inch'Allah. Il parle pas le Nord. Tiens, Omar est au standard au 01 53 48 3000. Bonjour Omar et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Omar. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux écrivains. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste avoir une information concernant vos consignes d'écriture. Si vous avez des consignes, si vous avez une certaine liberté d'écriture, ou si justement vous êtes limité et puis vous pouvez pas dire réellement ce que vous avez envie d'écrire. Alors Omar, nous on est contre la censure. On a décidé de prendre ce parti, c'est que on n'est pas là pour censurer les gens, pour leur empêcher de dire ce qu'ils pensent, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain cadre éthique qu'on a mis en place pour éviter des messages, parce que c'est vrai que c'est fait sous l'association étudiants musulmans de France et c'est publié par eux pour qu'il n'y ait pas des dérives, je veux dire tout ce qui est raciste, qui peut être violent, etc. Au niveau de la doctrine et de la pensée, je veux dire de l'auteur, c'est vrai que là on peut mettre un frein. Par exemple, on a eu un auteur qui était très apostasique dans son écriture. Je crois que c'était cette par exemple, quelqu'un saison. qui dirait que Maître Rachida Dati, ministre de la Justice, alors qu'elle est d'origine maghrébine, ça a un sens. Puisqu'elle va pouvoir surveiller les Maghrébins en prison. Voilà. C'est organiser leur condamnation dans les tribunaux. Ça, à la limite, c'est pas grave. Mais on a eu un génial, auteur. Ça. Ça a du sens, comme il a dit. On a eu un auteur cette année qui était vraiment, il a fait une espèce de diatribe complètement folle philosophiquement. Et qui collait pas même au cadre de la nouvelle, donc c'est vrai que lui on lui a demandé de corriger ça ou d'abandonner l'aventure, mais sinon c'est libre, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes apolitique ou On est apolitique. Et concrètement dire demain je sais pas, liberté pour la Palestine ou des... Oui, vous pouvez écrire sur des causes internationales. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez faire dire à vos personnages. Vous pouvez apolitique, déjà le terme, ça veut dire que ne prend pas parti avec un parti particulier. Voilà. Vous n'êtes pas socialiste ou MP. Contre, mais on a le droit de parler de politique, bien sûr. Pourquoi pas. Par contre, il y a un thème. Oui, il y a un thème à respecter. Voilà. Je voulais revenir sur la question du thème parce que le problème aussi, c'est que beaucoup de ces auteurs sont débutants d'une certaine manière. C'est leur première expérience et c'est pas toujours sûr qu'ils collent avec le sujet ou le thème général qu'on impose. Et c'est surtout ça le plus important, je crois, parce que on peut demander de revenir sur quelques passages parce que c'est peut-être pas super bien écrit ou parce que ça pourrait être mieux dit, machin. Mais l'essentiel, c'est que ça colle au sujet et que ça rentre bien dans le thème qu'on traite dans l'année en question. Et c'est ça le principal, en fait. Après, tout le sujet qui est choisi par l'auteur, pour avoir été d'abord supervisé puis superviseur, je peux vous dire qu'on est vraiment mais il n'est pas interdit liberté, dans la pertinence du message diffusé que l'écrivain fasse allusion à ce qui s'est passé quelque part ou quelque chose qui se passe dans le monde et qu'il veut dénoncer et condamner. Ça, il a le droit. Mais que ce soit bien traité. Voilà. Dans la première édition. Il y a une métaphore et une parabole, bien sûr littéraire. Naturellement. Voilà Omar, merci pour votre appel. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un thème, donc tous les ans il y a un thème, et donc effectivement il faut coller au thème, et le plus difficile c'est d'y rester. Exactement, ouais. Et c'est moi ça a été mon premier obstacle, ça a été de trouver quelque chose qui colle dans le thème. Et de le traiter sur le long terme en plus, parce que oui, comme le disait Wissem tout à l'heure, le problème il est essentiellement dans le fait qu'on reste dans le sujet. Le sujet il était assez compliqué à traiter, dans le sens où un futur, moi me concernant, c'était la deuxième édition. Proche quand même. Voilà, la deuxième édition, c'était un futur au présent. On imagine 50 ans plus tard comment ça se passe.
Waouh, je peux vous dire que c'était du boulot. Qui a la parole sur Beurre FM le mercredi? Ça tombe bien, nos deux invités. Alors, un à 24 ans, Brahim, et puis Nasser, vous avez 22 ans. Mohamed, vous avez 22 ans. Oui. Ça y est, Voilà. Nasser, tout de suite, tu vois Jamal Abdel Nasser et tout ça, c'est ça. Parce C'est que vous les qui voyez Égyptiens. des Égyptiens partout. Et pourquoi pas Moubarak, non? On va éviter. Bon, on pourra l'appeler Abdel Fattah. Encore moins. Encore moi. Bien, on est là pour parler de leur recueil de nouvelles. Alors, Wissem, le recueil de nouvelles en lui-même qu'on peut se procurer tous les ans avec la réunion de tous ceux qui ont été sélectionnés, qui ont participé à l'atelier d'écriture. Exactement. On peut l'acheter sur Internet aussi. On peut l'acheter au Bourget pendant la rencontre annuelle des musulmans de France. Il est aussi disponible sur Amazon. Donc, en l'achetant, vous enrichissez pas les auteurs puisque nous, on a fait ça bénévolement. L'argent va à l'association. Voilà. D'accord. Est-ce que aussi les maisons d'édition musulmanes, vous les avez impliquées dans ce projet-là? Alors, il y en a beaucoup aussi. Au départ, on s'est dit pourquoi pas. Et puis, comme on voulait que ça soit pour l'association et comme c'est un projet étudiant, on s'est dit, bah tiens, on va voir aussi comment on fabrique un livre. On va le concevoir nous-mêmes, faire les quatrièmes de couverture, la couverture, l'achat, l'impression, négocier les prix. Et c'était une aventure extraordinaire. Et aujourd'hui, sans mentir, on pourrait lancer notre maison d'édition. Mais en bas, vous avez mis quoi? Édition Plume d'étudiants. Plume d'étudiants. Ah oui, carrément. Étudiants musulmans de France. Et la deuxième édition là, du premier recueil, Contrepoids, elle est en papier glacé. On voit le Ouais. Wissem. Ça, vous avez de base. Et en matière on va dire de distribution, est-ce que vous avez des grosses enseignes telles que la Fnac? Non. Non. On s'appuie sur le réseau EMF. C'est quand même 18 sections sur toute la France et on est cool. Bon, on a dû écouler un petit millier de livres. Mais vous avez essayé? Vous avez proposé au moins? Non, on n'a pas proposé. Mais on peut acheter votre livre sur Internet, donc déjà c'est facile aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent n'importe où en France. Vous pouvez commander des livres. C'est 5 €, je crois. Voilà, 5-6 €. Voilà, de mémoire. Et donc voilà, c'est facile aujourd'hui de pouvoir se procurer. Ça arrive par la poste. L'initiative s'appelle Plume d'étudiants pour ceux qui nous écoutent. Et puis on va vous donner envie justement d'aller plus loin dans la lecture de ce recueil de mémoire. Je vous propose un exercice qui est pas toujours facile. C'est difficile d'écrire, mais c'est encore plus difficile de le dire. C'est Mohamed donc qui va commencer. Vous nous plantez un petit peu le décor et l'histoire de cette première nouvelle. Alors très rapidement, moi je raconte une nouvelle dont le nom est Le voyage de Gaber. Gaber, c'est un jeune franco-musulman qui vit en France, enfin qui est né en France de parents musulmans français également, etc. Et qui se perd dans un rêve. Voilà, il est complètement dans ses songes parce que si vous voulez, le rêve que je raconte, c'est quelque chose qu'il aimerait bien vivre et en même temps des événements qu'il a vraiment vécu. Donc justement, parmi les événements fictifs que va vivre Gaber, je vous en propose un là tout de suite. Il se retrouve à une gare parce que maintenant Gaber a décidé de quitter la France pour vivre dans un environnement. Un environnement que vous connaissez bien. Voilà, aussi. C'est quoi l'environnement? Quel environnement? L'environnement égyptien, justement. D'accord. Parce que Gaber s'est dit finalement, je veux quitter la France pour une raison. Et ça, c'est seulement. Il prend le train pour aller en Égypte. Non, il prend pas le train pour aller en Égypte. Il a pris l'avion. Faudrait un train qui soit en fini. Il a pris l'avion comme tout le monde. Et à ce moment-là, il se rend compte que l'environnement qu'il pensait connaître est totalement différent. Donc voilà, je vous raconte. La gare internationale du Caire, enfin. Depuis 2010, cette gare qui a adopté une architecture pharaonique n'a pas changé. Elle ressemble au vieux temple d'avant notre ère. D'ici, je peux prendre le train et arriver aussi bien à Casablanca qu'à Bagdad. C'est du Japon que l'on a acheté nos derniers trains qui peuvent culminer à près de 1000 km/h. Chers usagers, le train à destination d'Al-Quds, prévu pour 12h26, partira de la voie 22. Vous êtes invités à rejoindre votre quai dès maintenant. Nous vous souhaitons un bon voyage et que Dieu veille sur vous. Le micro de la gare retentissait pour m'annoncer quelle voie prendre, pendant que j'étais allé acheter le journal. Je dis m'annoncer comme s'il ne s'agissait que de moi, alors qu'il y a sans doute près de 2000 personnes qui vont prendre ce même train avec moi. De nos jours, je déteste acheter le journal. Non pas que je ne le veuille pas, au contraire, mais parce que je suis obligé de le lire en version holographique. Sabah al-khir, ya fandem. Bonjour monsieur, dites-moi. Le journal Al-Awtan, s'il vous plaît. Très bien, ce sera 2 livres 5, s'il vous plaît. Il y a le hors-série aujourd'hui, vous le prenez avec ?
Oui, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vais me fusiller les yeux avec ces fichus hologrammes. Autant le faire correctement, n'est-ce pas? Oui, si vous le dites, il y a Ostasi, monseigneur. Ça vous fera 6 livres, s'il vous plaît. Vous savez, quand j'étais plus jeune et que je vivais en France, les hologrammes n'existaient pas encore. Je ne voulais même pas lire les articles de presse sur mon ordinateur. Ça me fatiguait déjà la vue et j'avais besoin de... Ordinateur? Les ordinateurs existaient encore à votre jeunesse? Oui, évidemment, mon petit. Oh, et puis laissez tomber. Vous êtes trop jeune. Vous ne pouvez pas comprendre. Pardonnez-moi, il y a Ostasi. Chers usagers, votre attention, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que votre train à destination d'Alcote, prévu pour 12h26, partira dans quelques instants. Nous vous invitons à rejoindre votre quai dès maintenant. Nous vous souhaitons un bon voyage et que Dieu veille sur vous. Ne vous en faites pas. Donnez-moi le hors-série, s'il vous plaît. Mon train part dans quelques minutes. Ah, c'est donc vous qui partez pour Alcote, alors? Oui, pourquoi pas? Je suis d'Alcote, c'est justement Jérusalem, vous savez. Tiens donc. Oui, je suis étudiant ici et je travaille en même temps. Ah, je vois. Dans ce cas-là, bon courage. 1000 merci à Ostasi. Monseigneur, votre journal est téléchargé, vous pouvez le prendre. Très bien, je vous laisse, votre ville m'appelle. Ma'as salam, à bientôt. Ça donne envie, je me dis tout de suite. C'est joli, ouais, c'est mignon, j'aime bien. Ah, il lit bien. Ça donne envie, il attendez. Bien, merci. Pas mal. Faudrait penser le ton et tout. Il devrait faire de la radio. Il devrait faire du théâtre et du cinéma, pourquoi pas. Aussi. Non. Vous avez vu à quoi va ressembler le Caire en 2050, en gros, c'est ça, avec ces trains. Par contre, le quai est bien réel. La gare internationale du Caire a effectivement été renouvelée en 2010 avec un décor complètement temple pharaonique. Ça c'est réel. Voilà. Et donc justement, j'imaginais dans cette nouvelle Égypte, d'une certaine manière, parce que je raconte un monde qui a totalement changé, qui a changé à 180 degrés. Je parle d'un train qui fait, c'est un espèce d'Orient Express, mais qui fait 1000 km/h. Voilà, qui fait 1000 km/h. Et qui est complètement transcontinental. Il va du Machrek au Maghreb, etc. On pourra faire Casa Le Caire. Mais on est en quelle année là, tu dis 2000? Alors là, 3000. On est dans les années 2050. 2050, tout augmente, ouais. Et il y a déjà plus d'ordinateurs. Voilà, justement, c'est déjà vieux parce que la technologie va beaucoup trop vite. Et justement, ça m'a intéressé de raconter ça aussi. C'est quoi qui a pris la place au C'est un hologramme. Ça va être un journal virtuel avec des pages qu'on tourne avec le doigt complètement virtuellement. Voilà. Bon, Alstom va pas être trop content, mais les Égyptiens vont acheter leur rame de train leurs armes d'abord. Je crois que ça commence déjà, cette technologie des hologrammes. Alors oui, des hologrammes, oui, d'une certaine manière, parce qu'on a, vous savez, avant la sortie réelle de l'iPhone 6, on parlait déjà d'un clavier virtuel, etc. Et c'est quelque chose qui m'a inspiré à ce moment-là. Parce que moi, j'ai effectivement peur pour la presse papier. Je suis quelqu'un qui est très intéressé. Très pessimiste. Le train à 1000 km/h qui dépasse la vitesse du son, je crois pas que... Ça aussi, il y a un projet en cours. Exactement. Là, on est à 550 km/h. Il y en a un qui a culminé à 800 dernièrement. 800 en Chine. En Chine. Mais les Chinois, ils sont en train de brider justement les vitesses des trains parce que, pour l'instant, la sécurité n'est pas toujours assurée. Exact. Pourquoi à cette vitesse-là, Philippe? 800. Oh la vache. Mais pourquoi votre héros décide de ne pas rester en France? Pourquoi c'est pas possible pour lui? Alors justement, c'est quelque chose que je traite aussi dans la nouvelle et dans ce fameux voyage de Gaber, parce que Gaber est un Français un musulman qui se sent complètement français et qui se voit obligé de quitter ce pays pour 2 raisons. D'abord économique, ensuite sociale. Et il met d'abord la cause économique avant la cause sociale, parce que la cause sociale, finalement, Gaber va à un moment donné dire à son père, qui va refuser de quitter la France, parce que c'est le pays qu'il aime, c'est le pays dans lequel il est né, il adore Paris. Gaber lui dit finalement, écoute, mes opportunités de travail n'existent pas en France, l'Europe a chuté après l'Allemagne, etc. Donc voilà, il quitte d'abord pour des raisons économico-sociales. Pas optimiste la jeune génération de diplômés. Alors justement, c'est pour ça que c'est un rêve. Bon. Philippe, je voudrais juste faire une petite allusion au prénom qu'il a choisi, Gaber, qui vient de l'arabe Jaber. Exact. Jaber, qui veut dire celui qui est soutenu, qui a l'aide de Dieu. Et c'est un prénom très répandu en Égypte notamment. Et puis très symbolique, justement, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est vrai, parce qu'on aurait pu faire Dagobert, un peu, ça ressemble à Albert, à Robert. Alors il a pris Gaber. Le gueux est une particularité égyptienne aussi. D'habitude, c'est le gym, et nous, on est en gym. Donc bien, Brahim, au lieu d'écrire des livres touristiques sur les plus belles plages d'Algérie avec l'imam Abdelali, on va lire. Quelle est la plus belle plage d'Algérie? J'ai entendu parler de Sidi Brahim à Gouraya, donc. Bon, c'est superbe, c'est magnifique la région là-bas.
Bon. C'est des régions vierges extraordinaires. Il faut y aller pour voir. Ceci dit, moi je suis impressionnant. Et Cherchell est une ville ancestrale puisque c'est un ancien port romain où il y a encore des ruines. Des ruines, effectivement. C'est une académie militaire. Pareil à Tipaza. Voilà. Tipaza qui est pas très loin. Et un auteur, et l'Algérie a donné un auteur illustre à la France. C'est Yasmina Khadra. Ah, mais oui, je crois que vous parlez de moi. Et après vous. Bientôt. Attendez. C'est lui qui est maintenant président de la maison de la culture algérienne, je crois. Ouais. Brahim, c'est à vous, plantez le décor. Oui. Alors, ma nouvelle qui s'appelle Rangoli Rice. Donc, j'ai mis l'accent anglais. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe en Malaisie. Et à Kuala Lumpur, avec le malais, la langue parlée, l'anglais. Et donc, je suis allé là-bas. Donc, comme je disais tout à l'heure, je crois, en deuxième année, avec mon école, j'ai eu l'occasion de faire un semestre à l'étranger. Et donc, je me suis retrouvé en Malaisie. J'ai dû écrire une nouvelle. Je me suis inspiré de ma vie là-bas. Et donc là, je vais vous lire un petit passage pour essayer de illustrer. Illustrer la beauté de ton ouvrage. Voilà, on va essayer. Je commence à en découvrir davantage sur ce pays et sa culture, en particulier sur la façon de vivre des musulmans et musulmanes, majoritairement représentés par les Malais. À tel point que certaines personnes que je rencontre ici assimilent faussement les Malais et l'islam. Que leur étonnement est grand quand ils découvrent que je suis musulman. Oh, tu es musulman ? Et pourtant tu es français. À mon tour de leur expliquer brièvement l'histoire des musulmans de France et le point de vue de l'islam sur la reconnaissance et le respect des cultures de chacun. J'aime beaucoup le fait de ne pas être instantanément catégorisé musulman lorsqu'on me voit ou me rencontre. Non pas que je renie ma religion, au contraire, mais disons que c'est un ressentiment que je n'avais jamais vécu en France. Je me sens vraiment très proche de Firdaus. Firdaus, c'est mon ami que j'avais présenté plus tôt dans la nouvelle. Il me donne une nouvelle sensation de fraternité qui existe au-delà des frontières et des nationalités et me rappelle mes amis en France, que je considère pour certains comme de véritables frères. Je voyais un jeune homme qui s'apprêtait à nous rejoindre, Firdaus et moi, à une table de la cafétéria. Il avait l'air furieux, le regard noir et la tête dans les épaules. Je m'attendais presque à voir s'échapper de la vapeur de ses oreilles. « Je peux te voir une minute ?»« Oh, Poven, salut !» répondit calmement Firdaus. « Salut !» répondit sèchement Poven. « C'est qui, lui ?»« Moi, c'est Brahim, enchanté. »« Ouais, moi aussi. Firdaus, il faut vraiment que je te voie, ça peut pas attendre. » Firdaus hocha la tête en signe d'acquiescement, attaché d'un « Ok, j'arrive ». Il essaya tout de même de me rassurer en m'expliquant que Poven était une personne très susceptible, mais aussi très sympathique, et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Alors je ne m'inquiétais pas, mais peut-être aurais-je dû. Voilà. Firdaus, c'est un nom féminin. Oui, mais c'est le 7e ciel. Alors là, c'est le 8e paradis au niveau. Alors, ça dépend. Firdaus, c'est un nom mixte. Ouais, c'est ça. Moi, c'était un ami. Au Maghreb, c'est purement féminin. Peut-être au Proche-Orient. C'est vrai. Voilà, effectivement. C'est comme Sabah, c'est aussi au Maghreb très féminin, alors qu'on le retrouve très masculin aussi dans le monde oriental. Bon, vous, c'est un thriller, hein, Brahim. Oui, voilà, c'est une enquête. Il faut expliquer aux gens que c'est il y a au centre de votre nouvelle, c'est un thriller, donc exactement, il y a une histoire d'enlèvement. Policière, exactement, un enlèvement un kidnapping qui a lieu sur le campus. Et donc, petite anecdote, donc quelques semaines après avoir envoyé ma nouvelle, qui parle d'un kidnapping sur mon campus, je vois des affiches dans mon campus en vrai, quoi. Une fille a disparu, ça fait appelez si vous avez toute information, appelez-nous. Vous étiez à la faculté à Kuala Lumpur ? Kuala Lumpur, University of Malaya. Alors ton livre là, il est diffusé, ça y est. Oui, ça y est. Il s'appelle donc Contrepoids. Contrepoids, oui, c'est le recueil de nouvelles dans lequel il y a 4 nouvelles, celle de Wissem, de Leïla, de Kauthar et la mienne. C'est la première édition. Contrepoids, donc on peut retrouver où ça, ce livre ? Alors, il est en version numérique sur Amazon, il me semble, Wissem. Ouais. La version papier, on a tiré une 2e édition l'an dernier, je sais pas si... Elle est sur la boutique de EMF, le site. Alors, Contrepoids, pourquoi Contrepoids ? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? Alors là, c'est Kauthar qui... Non, c'est Leïla. C'est Leïla ? Kauthar, c'est l'image, c'est ça ? Même pas. Alors vas-y Wissem, dis-nous pourquoi. Vas-y. Contrepoids, parce qu'on voulait faire contrepoids. Exactement, contrebalancer un peu... rééquilibrer le débat et la présence sur le marché un petit peu littéraire et des idées, de contrebalancer un peu tout ce qui se disait un petit peu avant. Ouais. Bien, alors l'initiative, je vous le disais tout à l'heure, mais on va la rappeler, s'appelle Plume d'étudiants. S'ils vous ont donné, moi ils m'ont donné envie en tout cas de tout lire, ils vous ont bien vendu leurs nouvelles.
En tout cas, c'est une bonne introduction et voilà. Donc, vous pouvez vous les procurer. On rappelle les titres des nouvelles, Wissem. Alors, sur le recueil Contrepoids, vous avez 4 nouvelles. La première, c'est la mienne qui s'appelle Parmi les Justes, qui est une nouvelle qui traite du militantisme musulman. Ensuite, vous en avez une autre qui s'appelle Les autres et elles de Leïla Alaouf, qui est plus un écrit autobiographique sur une fille qui est musulmane en France et qui virevolte entre l'école, le collège, le lycée, sa famille, le voile, etc. Ensuite, vous avez Tawakkul de Kawthar Boufroum, qui est aussi une histoire une histoire qui se passe après le 11 septembre d'un jeune étudiant à New York en échange qui est un Français musulman, et enfin celle de Brahim qui est Rangoli Rice, dont vous aviez eu un aperçu. Et dans le 2, Mohamed. Voilà, et dans la deuxième édition, donc c'est un futur au présent, cet environnement futuriste imaginé par ces étudiants-là, dans lequel il y a un peu plus de nouvelles, un peu plus de participation, et vraiment quelque chose qui a été très riche en apprentissage pour tout le monde. Vous avez un Facebook ou une adresse peut-être ? Facebook Plume d'étudiants. Plume d'étudiants, ouais. Voilà, Plume d'étudiants, comme ça vous avez